Bonjour. Je fais que le premier rang. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir une humoriste qui a su conquérir le cœur de son public. La preuve en est, partout en France. Sur scène, elle fait rire aux éclats avec son humour mordant et décalé, mais toujours dans une sincérité désarmante. 10 ans de persévérance, mesdames et messieurs. Des petites salles jusqu'au Zénith, plein à craquer. Elle reprend d'ailleurs sa tournée des Zéniths à partir du 28 novembre. Et puis, vous pouvez la retrouver tous les soirs sur M6, dans Scène de ménage. Elle nous rappelle que le succès, ça se construit avec du travail, du talent et une bonne dose d'autodérision. Alors aujourd'hui, elle vient nous présenter son livre, son nouveau livre, Guide de survie en milieu scolaire, qui est publié aux éditions Le Robert. Très belle présentation. Un livre plein de conseils, mais surtout plein de rire avec tous ceux qui côtoient l'école, les instits, les parents, les ATSEM, les AESH, les directrices et bien plus. Ce sont des situations que nous avons tous vécues, racontées avec un grand regard drôle, tendre, mais surtout profondément humain. Ce guide, c'est plus qu'un manuel, c'est une ode à l'humain, à ces petits instants du quotidien qui nous font rire, parfois même grincer des dents, mais qui nous ressemblent. Alors, mesdames et messieurs, préparez vos zygomatiques, vos souvenirs d'école et vos stylos pour cette séance de dédicace. Accueillons comme il se doit la pétillante, la drôle, l'incontournable, Élodie Pou. Vous avez commencé votre carrière en tant qu'animatrice. C'est bon, ça marche? Impeccable. Périscolaire auprès des enfants. Alors vous les appelez ces réservoirs à bactéries trop mignonnes. C'est comme ça que vous les nommez dans le livre. Mais qu'est-ce qui vous a attiré au départ dans ce métier? La thune. C'est pour ça qu'on vous aime aussi. Faut pas demander aux gens dans les magasins, aux clients de se taire, c'est très agréable. Qu'est-ce qui m'a attiré en premier dans ce métier? Je savais pas quoi faire d'autre surtout. C'est que je savais que j'avais pas envie d'aller bosser dans un bureau, mais je savais pas ce que je voulais faire. Et l'animation, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes ou quoi que ce soit, à part le BAFA, le brevet des animateurs. Donc je me suis dit, essayons ça le temps que je sache ce que je veux faire. Et 12 ans après, j'ai trouvé. 12 ans, ça a mis du temps, mais c'est bien parti. Alors, est-ce que déjà à l'époque, vous aviez cette tendance à observer les situations avec un regard humoristique ou c'est venu par la suite? Non, je crois que les humoristes, en fait, c'est des gens qui sont nés avec des satellites là et qui chopent un petit peu autour d'eux tout ce qui est marrant, tout ce qui interpelle, qui imitent les gens de leur entourage. Qui ont déjà ce regard-là, et après bien sûr ça se travaille pour en faire des sketchs, parce que si on raconte juste ce qu'on a bouffé des petites anecdotes, c'est pas. Vous aviez un petit carnet où vous notiez les choses ou pas? Oui, j'ai commencé à faire ça quand j'ai commencé à écrire des sketchs, je les ai encore, je me sers souvent du téléphone parce qu'on l'a toujours sur nous, et je note bien sûr, là j'ai déjà repéré 3-4 têtes là. Non, elle va noter, préparez-vous, elle va noter. Non, mais dès que j'entends quelqu'un dire un truc marrant ou quoi, je le note. Vous avez des souvenirs d'enfance ou peut-être même d'adolescence qui laissaient déjà présager cette vocation à la scène et à l'humour ou pas du tout? Oui, en 6e, j'étais en pensionnat, sport-études en 6e, et puis le soir, du coup, entre la fin du repas et quand on devait aller se coucher, les gens, on se racontait des blagues comme ça en rond. Et je me demandais pourquoi les copains me demandaient toujours de raconter mes blagues. Et je comprenais pas, je me disais, ils l'ont déjà entendu, ça sert à rien, ils savent déjà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils aimaient bien quand je racontais. Et donc le soir, on faisait un cercle et je racontais des blagues. Un feu de camp en fait, c'est ça? Sans le feu. Ouais. Sans le feu. Ça aurait pu être drôle ou pas. Mais à quel moment vous êtes dit, allez, ça y est, c'est le moment pour moi de monter sur scène, Élodie? En fait, moi j'ai fait ça en 2 fois, parce que j'ai commencé par des ateliers d'art du conte, donc c'est pas du tout du sketch. Et on présentait un spectacle de fin d'année, donc à la fin de l'année, devant nos familles, nos amis et tout. Et donc je suis montée sur scène faire ça avant l'humour. Et le soir où je suis montée sur scène, j'ai dit mes trucs, les gens se sont marrés, je me suis dit ok, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé. C'est ce moment-là où vous avez eu le déclic en fait. Et vous vous souvenez de cette première expérience devant un vrai public? En humour qui ont payé ou en compte? Les deux. Alors c'était pas le payant pour le compte, mais en humour. La première fois que les gens payent, c'est hyper stressant parce qu'on se dit j'ai le devoir de leur apporter du rire parce qu'ils ont payé. Donc c'est ça
qui est hyper stressant. Mais oui, bien sûr, je m'en souviens, et ils n'ont pas demandé le remboursement, donc je pense que c'est que ça passait. Je pense que c'est que ça passait, c'était déjà pas mal. Alors votre humour, qu'il soit sur scène ou dans ce livre, on va en parler, il est à la fois tendre, caustique. Est-ce un style que vous aviez déjà dès le départ ou c'est quelque chose qui s'est affiné avec le temps? Non, pas du tout. Mes premiers sketchs, c'était hyper lisse. Je n'osais pas dire le mot merde ou con, au cas où il y aurait des gamins dans la salle qui seraient choqués. Bon, bah là, c'est peut-être foutu pour aujourd'hui. Non, c'était très très lisse. Et après, bon, bah, le naturel revient au galop. Donc, j'ai cherché, hein, parce que j'ai joué des sketchs. J'aurais honte de les montrer aujourd'hui, parce que c'était vraiment trop. C'était trop, mais il faut trouver. Je ne savais pas trop où me placer, et puis c'est les gens qui vous donnent la réponse, c'est-à-dire quand ils ne se marrent pas, c'est que c'est trop. Et donc, il faut redescendre le curseur, et j'ai trouvé comme ça. Combien de temps pour trouver? Oh, pas longtemps, pas longtemps. Une dizaine d'essais. Il y a des personnages ou des situations que vous mettez en scène qui sont directement inspirées de vos années d'école maternelle? Ah oui, bien sûr. Tout en fait. Non, le premier spectacle, oui, entièrement. Mais le deuxième parle un peu moins d'école, mais le premier, c'était entièrement basé sur les gens avec qui je bossais. Tu vois, j'avais un personnage de directrice de théâtre pour enfants qui vient annoncer aux enfants le décès du marionnettiste qu'ils étaient venus voir. J'en ris encore. Et donc, non, j'ai jamais vécu ça, heureusement, mais cette directrice de théâtre pour enfants, elle était basée sur tous les intervenants théâtre qui viennent dans les écoles, qui sont souvent des gens assez spéciaux. Et donc, j'avais mélangé tous ces gens-là pour faire ce personnage de Clémentine. Il y a une anecdote de cette période qui vous a particulièrement marqué, et alors là, on est entre nous. Vous pouvez peut-être que vous avez jamais raconté sur scène. J'ai perdu 4 enfants une fois. Comment ça perd 4 enfants? Mais on les a retrouvés. Enfin, sauf. Non, c'était à la périscolaire du soir, donc la garderie du soir à l'école. Oui. Et on était 3 animateurs, ce qui était déjà pas beaucoup pour les 40-45 enfants qu'on avait. Ouais. Et un soir, on était 3, ouais, et les 2 sont malades. Donc je suis toute seule et on m'envoie un remplaçant qui, entre nous, on aurait foutu une plante verte, ça aurait été à peu près la même chose. Et du coup, donc les gamins jouent, c'était un préfabriqué dans un parc. Okay. Et les gamins jouent et tout. Et il y a 2 mamans qui arrivent, donc qui ont chacune 2 petites filles. Donc 4 petites filles. Et la maman arrive et je cherche et je vois pas on trouve pas les gamins, quoi. Et donc je fais ce que doivent faire les animateurs, c'est-à-dire garder le sourire et dire vous inquiétez pas, intérieurement je chialais. Et donc je vais voir au porte-manteau, il y a toujours les manteaux, les sacs et tout. Et je dis on ne sait pas où sont ces enfants, on cherche partout et tout. Et elle s'était planquée derrière le préfabriqué, là où aucun enfant n'a le droit d'aller et où aucun enfant n'avait jamais été. Et donc on les a paumés 5 minutes. Mais moi quand ils sont revenus, j'étais pas bien, quoi, pas bien. Et j'ai démissionné une semaine plus tard, je crois. Ça a été le déclic pour dire ok, il faut que je. Ouais, parce qu'après, dès que je voyais un parent commencer à faire juste ça dans la cour, j'avais le cœur. Franchement, il fallait que je m'asseye, quoi. Mes jambes ne tenaient plus et tout. Et puis après, j'ai commencé à avoir ça à 16h. Puis après, avant d'aller bosser, c'est vraiment devenu une phobie de perdre des enfants. Ouais. Et du coup, j'étais plus capable d'aller travailler, donc j'ai démissionné. Qu'est-ce qui vous a justement donné envie de mettre des mots sur votre vision de l'école après les avoir racontés sur scène? En fait, déjà c'était une idée conjointe avec le Robert qui m'a proposé ce défi, et j'ai accepté parce que je crois que ça n'existe pas. Il existe des profs qui ont fait des livres où ils racontent vraiment des anecdotes de profs sur les parents, ou qui compilent des termes de parents, dire toutes les bêtises que les parents ont dit, ou les mots d'absence mal rédigés, etc. Mais un livre qui parle à la fois du point de vue enseignant, parce que j'englobe tout le monde, vers les parents, des parents vers les enseignants, et puis des enfants vers leurs parents, et puis dans tous les sens comme ça, je crois que ça n'avait pas été fait. C'est bien ça, pour ça qu'on vous a... Un voleur Au début du livre, justement, vous vous adressez aux enseignants, aux ATSEM, aux AESH, aux agents de service. Ce livre, c'est une manière de rendre hommage justement à ce métier qui est souvent difficile et puis parfois mal considéré. Oui, en fait, il n'y a que le prof qui est considéré à l'école, et on oublie tout le temps que sans tout le monde autour, c'est quand même quasiment impossible. Donc oui, je pense qu'il faut rendre hommage à tous ces gens,
les ATSEM qui font à peu près tout dans la classe, les AESH sans qui certains gamins ne pourraient même pas accéder à l'école. Et il ne faut pas oublier même les dames qui font le ménage et tout. Voilà, toutes les petites fourmis sont hyper importantes. Et c'est ça, dans votre livre, vous mettez tout le monde à l'honneur. Mais comment vous avez réussi justement à retranscrire votre humour qu'on connaît, Élodie Pou sur scène, à l'écrit, sans le jeu de scène, sans les mimiques, sans le ton? Tout simplement parce que c'est comme ça que j'écris de toute façon. Les sketchs, je les écris, oui certes, quand j'écris un sketch, je vois dans ma tête à peu près ce que je veux faire, mais c'est hyper vague. Ouais. J'écris d'abord un texte et ensuite c'est en le jouant que je m'aperçois que ça il faut enlever, ça c'est trop lourd, ça j'arriverai pas à le jouer, ça c'est trop lent, etc. Mais c'est d'abord un texte avant d'être un sketch. Donc là c'est resté un texte. C'est pas hyper différent que d'écrire un sketch. Vous décrivez les enfants comme un mélange entre un chat, une alarme incendie et un tube de colle. Alors, comment vous est venue cette image si savoureuse? Écoutez, vous rajoutez un truc qui colle et voilà. Bravo, merci. Et un bon public. Il y a des profs dans la salle? Pas danser. Ah, donc forcément ça vous a parlé l'histoire. Big up. Démissionnez les gars. Écrivez des spectacles. Moi c'est la crèche, donc c'est à moi. Ah bon. Je sais pas si c'est mieux ou pire. C'est différent. Ça se vaut, mais je vais essayer de voir. Il y a les couches en plus. Dans le livre, vous parlez justement de jungle d'école. Vous comparez ça un petit peu à un zoo finalement. Comment parvenez-vous à garder cette tendresse tout en étant aussi irrévérencieuse? Toute ma carrière est basée sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est un humour qui pique parfois un peu, qui va un tout petit peu titiller les limites. Ouais. Pourquoi je peux le faire? Parce qu'au fond, on sait que les gamins, je les kiffe, j'adore les enfants. J'avais un bébé dans les bras il y a 10 minutes. Et ça marche pour ça. On ne peut pas faire un humour noir, hyper cynique, des fois parfois limite, si les gens ne perçoivent pas immédiatement que c'est faux, que c'est de la vanne et que je pense pas, ce que je dis. Alors si on est enceinte et que l'on cherche un joli prénom, on peut surtout trouver le livre à ne pas trouver dans le livre. Vous pouvez nous en citer quelques-uns parce que c'est des petites perles. Oui, qu'est-ce qu'on a? On a Douy Christ le Juste, qui a vraiment existé, et dont les parents insistaient bien sûr pour qu'on le dise en entier, sinon c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on a? Eureka Dorothée, c'est des prénoms qui ont existé que j'ai eu. Eureka Dorothée, Vasectomia, celle-là non, elle va exister, mais je trouve ça joli à l'oreille. Bruce Lee, qui ne se fera jamais piquer son goûter dans la cour de récré. Ouais. Othello Nutella. Mais quand on entend ces prénoms, quand les enfants se présentent la première fois, c'est quoi la réaction, Élodie? Ça dépend si les parents sont là. Alors les deux, quand les parents sont là, Ah là, c'est original. Il y a une origine ou... Et quand les parents partent, je veux tout savoir. Non, je plaisante. Mais non, on n'en rigole que entre nous, quand personne n'est là, ni les enfants ni les parents. Mais non, c'est chaud à retenir. Il y a des prénoms, moi j'ai mis 1 an à arriver enfin à dire le prénom du gamin, parce que c'est chaud quoi. C'est chaud et il y a des prénoms que j'affectionne particulièrement, c'est les prénoms d'enfants qui vivent en France, pardon, ouais. Qui sont nés en Afrique. Et parce que là-bas, tout est autorisé. C'est-à-dire que vous avez des parfaits, des precious, des favor, des incroyables, des trucs comme ça qui pour nous sont étonnants, mais là-bas c'est tout à fait normal. Ça passe. Et par contre, il faut se les retenir. C'est vrai que parfait, c'est chaud à porter si t'es pas parfait. Alors finalement, ce manuel de survie pour l'école, ou plutôt c'est une thérapie collective pour tous ceux qui l'ont vécu de près ou de loin. Le livre, oui. Oui, carrément. Oui, ça va vous faire du bien, lisez ça. Surtout. Alors, entre la scène, l'écriture, la comédie, on le disait, on vous retrouve tous les soirs sur Scène de Ménage. Où avez-vous le plus envie de surprendre le public dans les prochaines années? Moi, j'aime bien faire des trucs là où on ne m'attend pas. C'est-à-dire que si j'étais plus en forme et plus jeune, j'aurais sûrement fait Dals, par exemple. Parce qu'on ne m'attend pas dans la danse. Ouais. Mais moi non plus, je ne m'attends pas dans la danse. Mais là, c'est une émission qui demande presque 1 an de travail ou un truc que ça, donc je peux pas me le permettre. Mais j'aime bien aller là où les gens ne m'attendent pas. Ou le chant, mais comme je m'y attends pas non plus, ça n'aurait
pas de succès, Ça arrivera je pense. peut-être pas. Si, auprès des personnes malentendantes, peut-être. Est-ce que vous avez acheté le livre, lu le livre, ou est-ce que vous avez des questions à poser à Elodie? Je suis sûre qu'il y en a plein. Que les gens En qui plus, l'ont là, acheté, il y a je des réponds. profs, donc Si c'est pas acheté, je réponds pas. Venez avec votre ticket de caisse et après je réponds à la question. il y a des enseignants, j'ai vu que vous avez levé la main tout à l'heure. Vous avez bien des questions à poser à Elodie, forcément. Oh, Personne se jette. voilà. Ah, le premier. Applaudissez-le. Quel courage. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez en sport-études. Vous faisiez quel sport? En fait, j'étais en 6e, donc ils nous faisaient essayer tous les sports pour qu'on se spécialise ensuite. Donc c'était à la montagne, j'ai fait ski de fond, escrime, ping-pong, course à pied. Voilà, c'est à peu près tout. Mais je suis restée que la 6e parce qu'après je me suis fait virer. Merci. Pourquoi vous êtes fait virer, Elodie? C'est pas de ma faute, c'est mon grand frère hyperactif qui. Oh, on dit toujours ça. mais Si, c'est moi j'étais gentil. hyper sage et il s'est fait lourder et du coup ils m'ont viré avec. Allez, hop. Ouais. Une autre question? Vous êtes trop timide? Ouais. Ouais, moi j'avoue que c'est le fait de la fin. Attendez le micro, comme ça tout le monde vous entend. Ouais, c'est le fait que vous parliez d'avoir perdu des enfants, entre guillemets, à la fin de votre carrière, mais au tout début, parce que moi je vois ceux qui arrivent, au début ils paniquent totalement. Vous étiez zen au début et vous stressez après? Les animateurs? Non, vous, enfin, dans votre métier, ouais, parce qu'avec les. Est-ce que ça me stressait? Bah oui, la première fois, bien sûr, comme n'importe qui commence un nouveau métier, je pense. En plus, j'ai commencé, moi j'étais à Nantes, et j'ai commencé, ils nous envoyaient là où personne voulait aller, c'est-à-dire des quartiers vraiment les plus compliqués. Et donc, et je ne pense pas qu'on doive envoyer des animateurs de 18 ou 19 ans dans ces endroits-là, parce qu'il faut quand même de la bouteille pour gérer un peu tout ça. Donc ouais, hyper stressée, mais j'ai vite kiffé parce que ça m'amusait vraiment. Ouais, c'est toujours le fun dans ce métier, de toute façon, au début. Oui, mais je suis contente que ça se soit fini quand même. Donc votre pot de départ, il s'est fini comment? Avec les animes, et puis après, youhou. Après, you ouais. Mais pendant 2 ou 3 ans, je leur envoyais des cartes postales de là où j'allais jouer, et puis sur le mur, dans le bureau de la directrice, il y avait un mur de bois avec toutes les coupures de presse et tout. C'était sympa. Donc vous êtes devenu une star après. Ouais, la star de mais- l'école, ouais. La star de la maternelle. Bah, bravo quand même. Merci. D'autres questions? Ah, Ils sont timides. Je suis actuellement animateur, moi. Oh là là. Ouais. Mais j'ai pas. Je suis en train de changer un peu de voix. Tu m'étonnes. Toujours avec mes enfants et pas aller plus à l'école parce que c'est devenu un peu catastrophique. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que vous avez attendu autant de temps avant de partir? Je pense que depuis que j'étais petite, je pense que je savais que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui, mais que j'osais pas, ou je me l'étais pas encore complètement avoué, ou j'étais pas encore la personne qu'il faut être pour commencer à faire ça. Et du coup, je me suis mis dans l'animation et j'ai trouvé une planque, et je suis restée dans cette planque jusqu'à ce que le karma m'en dégage. Et une fois que j'ai arrêté, là je me suis dit bon bah faut que je fasse quelque chose là du coup, et c'est là que je me suis lancée. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit qu'il veut faire ce métier, je lui dis toujours mais tu as déjà un métier? Et souvent ils me répondent bah oui je suis ça ou ça. Et je dis bah démissionne, sinon tu n'arriveras jamais à te lancer dans le reste. voilà, vous avez la réponse. Vous savez ce qu'il faut faire à partir de lundi Alors, matin. tu démissionnes. Il y a une autre question derrière? Même si c'est une question très très con, hein. Allez-y. Hein. En fait, on avait eu qu'est-ce qu'ils font, enfin, Bonjour. Salut. J'ai vu que, enfin, faites des spectacles, faites des séries, vous avez fait un peu de cinéma. Est-ce que, je sais pas, la réalisation, ça vous tente, ou avant que ça soit déjà fait? C'est pas déjà fait, mais oui, ça me tente. Et quand je suis sur scène de ménage, du coup, c'est ma petite école à moi. Je regarde beaucoup comment ils font, et je pense que je finirai par le faire un jour. Vous avez déjà écrit, parce que j'adore scène de ménage, vous avez déjà écrit certains sketchs ou quoi? Non, pas entièrement, mais en fait, on a une journée de lecture par semaine où on se met dans une salle avec le chef des auteurs, un réal, un metteur en scène, et on lit environ 100 textes. Et après, on les lit, donc du coup, Magid et moi, et on leur dit si ça nous a plu, si on aime bien, mais pas la fin, etc. Et parfois, on les réécrit quasiment entièrement, mais la base, c'est jamais nous en tout cas. Ce serait la suite logique après votre spectacle, après tout ça. Écrire du scène de ménage, non, parce que c'est. Pas forcément scène de j'arriverai ménage, pas. mais- Mais ouais, la réelle, ouais. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Quitte à aller jusqu'au bout avec le spectacle, le livre, un film, pourquoi pas?
Je ne crois pas si bien dire. Non, j'aimerais bien faire, pour compléter ma réponse, j'aimerais bien faire un truc comme Artus a fait avec un petit truc en plus. Lui, voilà, c'est son personnage de Sylvain, il le trimballe depuis longtemps. Enfin, moi, j'aimerais bien donner vie à Kimberly. Alors c'était la suite, j'y pensais justement. Voilà. Je pense que c'est une très bonne idée. L'idée plaît, apparemment. Ouais, il y a- Prends la gueule du casting. Oui, ça pourrait être très sympa. Ou pas, je sais pas, mais ça pourrait être drôle en tout cas. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main? Non, j'ai des hallucinations. Non, c'est une personne qui fait une crise d'épilepsie. En tout cas, Elodie, merci pour cet échange. Vous êtes sûre que vous n'avez plus de questions? Non, ils ont déjà On a déjà hâte. donné beaucoup de réponses. Hein. C'est pas faux. Ils ont hâte, je pense, de vous avoir en dédicace directement. On va installer la table et puis. Je vous demande 2 petites minutes. Elodie va se rafraîchir 2 minutes dans la loge et puis j'installe la table. À tout de suite. Je vais juste vous demander, je vais installer la table, je vais juste vous demander de vous mettre en file indienne derrière.